Bonjour à tous. Alors je me présente, Marie Bathilde, je suis l'adjointe au chef du bureau STEN 2 qui est en charge de la sécurité des navires et de l'innovation navale. On va vous présenter avec ma collègue Madame Lucie Sadoun succinctement en 15 minutes le cadre réglementaire qui est applicable aux drones maritimes. Bonjour à tous. Donc on va commencer par un petit rappel des objectifs poursuivis par cette réglementation. Donc, le premier était de favoriser l'émergence d'un secteur de technologie de pointe. Pour ce faire, on a tenté de lever les obstacles à la navigation et à l'exploitation de ces engins afin d'accompagner leur développement de ce secteur industriel en plein essor. Donc, on a aussi voulu garantir la sécurité maritime et préserver l'environnement et conserver les emplois existants. Donc, pour ce faire, on a dégagé deux catégories distinctes d'engins. Donc, à votre gauche, les drones maritimes et à ma droite, les navires autonomes. Pourquoi cette distinction? Donc, on dispose en fait d'une base législative générale pour les navires autonomes dans l'attente de la consolidation d'un cadre juridique international, donc le code MAS qui est en train d'être développé à l'OMI. Pour les drones maritimes, c'était différent. On a créé un régime vraiment spécifique pour ces engins qui étaient exclus en fait du champ d'application des conventions internationales. Compte tenu des retours d'expérience qu'on a eu nombreux, d'une technologie qui est quand même plus mature et des risques plus faibles, donc les règles préalables à leur exploitation sont allégées par rapport aux navires autonomes. On a du coup par exemple créé un processus simplifié d'enregistrement du drone maritime qui va être applicable tout au long de la vie du drone, contrairement au régime de certification des navires qui est quand même beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux. On a quand même maintenu certaines obligations pour les drones maritimes, notamment l'obligation d'identification, l'obligation d'assurance et la soumission aux règles d'abandon et d'épave. Alors, notre cadre juridique national est composé de plusieurs textes. Donc, le premier, c'est un arrêté du 20 mai 2020, donc propre aux essais, qui a été largement éprouvé par le secteur et les préfectures maritimes. Le deuxième, donc la base générale, l'ordonnance de 2021, qui est issue de la loi des mobilités 2019. Ensuite, le texte d'application, donc qui vient préciser les conditions d'application de cette loi générale. Et des arrêtés spécifiques. Donc il y en a deux qui sont dédiés à la formation des opérateurs. Un qui est en cours et qui va venir remplacer celui qui va être publié d'ici novembre 2025. Et un sur technique, sur les conditions techniques, donc par exemple les équipements obligatoires, la procédure d'enregistrement ou encore les modalités d'évaluation de l'analyse de risque qui est en cours de finalisation et qui devrait être publié pour le mois de juin. Donc, la réglementation est applicable à tout drone maritime, à l'exception de ceux qui sont exploités soit en essai dans la marine nationale. Donc, tous les drones maritimes, par exemple à visée scientifique, sont soumis aux exigences réglementaires qui vont vous être présentées. Donc, qu'est-ce qu'un drone maritime? Donc, la définition a été codifiée dans le Code des transports, à l'article R5000-1. Il y a plusieurs conditions cumulatives. Donc, le premier, ne pas avoir de personnel, passager ou de fret à bord. La deuxième, avoir une longueur qui est comprise entre 1 et 16 mètres. La troisième, ne pas dépasser la vitesse de 20 nœuds. Ensuite, avoir une énergie cinétique inférieure à 300 kJ et avoir une jauge brute inférieure à 100. Donc, ces critères sont le fruit de plusieurs séquences d'échanges qui sont tenues avec le secteur industriel, les représentants des syndicats. L'objectif a été d'intégrer les enjeux de compétitivité et d'innovation dans nos textes. Donc, sachant que tous les engins flottants qui ne remplissent pas les conditions cumulatives exposées ici seront considérés donc comme des navires autonomes et seront soumis au régime d'exploitation spécifique plus contraignant des navires. Ensuite, donc, sur le champ d'exclusion de cette réglementation, donc, ne sont pas considérés comme des drones maritimes les drones annexes. Un drone annexe, c'est un engin qui est un engin flottant commandé à partir d'un navire-mère et qui répond à un certain nombre de critères qui seront définis donc, par la technique que j'ai évoquée plus tôt. Une taille inférieure à celle du navire-mère, un rayon d'action qui est limité à 5000 du navire-mère et les commandes qui s'effectueront à partir du navire-mère. Donc sont assimilés à ces drones annexes les drones filoguidés, donc c'est tout engin flottant aux surfaces sous-marins qui sont commandés par filoguidage depuis un navire-mère. Donc ces drones annexes assimilés au rat filoguidé sont exclus complètement de notre réglementation relative aux drones maritimes, sauf les règles d'identification, un marquage spécifique, donc il faut que ça soit lu sur leur coque de manière visible par un observateur extérieur, les marques AX, AXEDRN,
tout le régime applicable, donc l'enregistrement, le contrôle de sécurité, les équipements obligatoires, ne leur sont pas soumis. Donc, on est venu préciser dans notre décret quelques définitions qui sont importantes, qui structurent tout l'écosystème, donc notamment la notion de centre d'opération à distance, ou ROC en anglais. Donc, ce sont tous les lieux dans lesquels sont assurés tout ou partie de la conduite et du commandement du drone maritime. Le centre est établi à distance et peut être mobile, ce n'est pas une obligation. Ensuite, on a défini le rôle du capitaine et le rôle de l'opérateur du drone maritime. Donc, le capitaine, c'est la personne qui est responsable de l'expédition maritime et qui exerce le commandement du drone, sachant qu'un capitaine peut être soit l'opérateur, donc celui qui concrètement pilote le drone, ou soit celui qui est chargé du commandement des opérateurs chargés de conduire le drone maritime. Et donc, pour finir, l'opérateur, c'est toute personne physique qui est chargée de conduire un drone maritime, soit en le manœuvrant à distance, soit de manière automatisée, toujours en surveillant sa trajectoire et en restant à même de modifier cette trajectoire à tout moment et de communiquer avec les navires environnants et les autorités maritimes afin d'assurer toujours la sécurité de la navigation. Donc, nous allons enchaîner sur les formations des opérateurs des drones. Alors, s'agissant des opérateurs de drones en particulier, on a inséré des obligations de formation qui sont attachées à cette fonction. Donc, conformément à l'ordonnance de 2020 qui a été évoquée précédemment, le décret est venu déterminer les prérequis en matière de formation des opérateurs de drones maritimes, à savoir un titre de conduite en mer qui sera le certificat d'opérateur de drone maritime, et également l'obligation d'avoir suivi une formation spécifique à la conduite du drone maritime qui donne lieu à la délivrance par le fabricant d'une attestation de réussite. Donc, ce régime qui a été instauré par le décret va bénéficier actuellement d'ailleurs d'une entrée en vigueur différée, ne sera donc applicable qu'à compter du 25 novembre 2025, pour permettre notamment à l'administration d'encadrer les conditions de délivrance de ce certificat d'opérateur de drone maritime. Donc, dans l'attente, c'est l'encadré en orange, un arrêté transitoire fixe les conditions à respecter afin de maintenir les emplois existants d'une part et garantir la compétence maritime des opérateurs qui exercent actuellement. À ce titre, seules les personnes titulaires d'un brevet professionnel maritime ou d'un visa de reconnaissance d'un brevet professionnel maritime ou encore les titulaires d'une autorisation à exercer les fonctions d'opérateur de drone maritime délivrée par le ministre chargé de la mer sont autorisés à opérer un drone maritime tout le long de cette période transitoire. Donc, s'agissant de ce 3 bulles qui correspond à l'autorisation délivrée par le ministère chargé de la mer, l'opérateur ou son représentant va transmettre les informations pertinentes au ministre chargé de la mer et l'autorisation sera délivrée après une instruction de ce dossier. Ça va nous permettre, nous en tant qu'administration, d'apprécier la capacité du candidat à opérer un drone maritime dans des conditions qui permettent de garantir une sécurité suffisante pour la navigation et pour l'environnement marin, et surtout de vérifier que cette expérience a été acquise avant le 6 août 2024, qui est donc la date de publication de ce décret. Donc l'objectif, c'était vraiment de suivre une logique de préservation des emplois. Donc toutes les personnes qui ont déjà opéré un drone avant la publication de ce décret ont la possibilité de continuer à exercer cette fonction pendant la période transitoire. Le dossier de demande de délivrance de l'autorisation sera composé d'un ensemble de pièces justificatives qui seront précisées dans l'annexe de l'arrêté technique qui est en cours de finalisation. Et sera transmise à l'administration directement. Donc il faut savoir que cette autorisation, comme elle s'inscrit dans un régime transitoire, elle sera valable pour une durée limitée, donc jusqu'au 25 novembre 2025, date à laquelle le régime définitif devrait rentrer en vigueur. S'agissant également du grand 2, donc de cette attestation de formation spécifique à la conduite d'un drone maritime qui est délivrée par le fabricant du drone. C'est une formation qui doit avoir été développée par le fabricant pour chaque catégorie de drone maritime et pour chaque usage. Et chacune de ces formations doit faire l'objet d'une approbation par le ministre chargé de la mer. À savoir également, un fabricant peut sous-traiter tout ou partie de cette formation, mais toujours sous sa responsabilité et sous sa supervision.
Alors en matière maintenant d'enregistrement du drone maritime, qui sera précisé dans l'arrêté technique à venir, donc là on passe vraiment sur la partie arrêté technique. Tout d'abord, la francisation et l'immatriculation du drone donnent lieu à son enregistrement et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement. Donc pour ce faire, il y a plusieurs étapes, 3 étapes en particulier. Donc la première qui correspond à la demande d'enregistrement. Donc l'exploitant va transmettre l'ensemble des pièces justificatives au GURIF, qui est chargé de procéder à l'enregistrement du drone maritime. Donc là, c'est une liste qui est volontairement pas lisible. Hein. L'idée, c'est de vous donner une idée de ce qui va être prévu dans cette annexe à l'arrêté technique. Et en particulier, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on va demander une analyse de risque qui sera établie par le fabricant ou par l'exploitant, selon des critères et une matrice d'acceptation des risques qui sera prévue dans cet arrêté technique. Et cette analyse de risque sera évaluée par un organisme technique. Donc elle précisera, entre autres, comme c'est indiqué à l'écran, les limites opérationnelles, l'analyse des risques en matière de cyberattaque, de risques pour la pollution et également les équipements critiques et ceux qui seront rendus obligatoires. La deuxième étape, c'est le contrôle de sécurité qui est réalisé par l'administration, en l'espèce le GURIF. Et pour ce faire, le GURIF va d'abord effectuer un contrôle documentaire, donc on va venir analyser l'ensemble des pièces justificatives qui auront été transmises. Et le cas échéant, donc c'est une visite de sécurité facultative, et par facultative, on entend que c'est une faculté pour l'administration de déclencher cette visite de sécurité, ce n'est pas une obligation. Et donc l'administration va pouvoir se déplacer à bord du drone ou au sein des centres d'opération à distance pour vérifier la conformité du drone et du centre d'opération aux exigences réglementaires, mais aussi vérifier qu'elles sont bien conformes à toutes les informations qui ont été transmises dans les pièces justificatives. Il y a également un cas d'enregistrement spécifique pour tous les drones qui seraient identiques à un drone maritime déclaré tête de série, qui permettrait de simplifier ce contrôle de sécurité et automatiquement bénéficier de l'absence de visite de sécurité sous réserve que le drone soit bien identique à celui qui a été déclaré tête de série. Et la troisième étape, c'est la délivrance du certificat d'enregistrement. Donc, à l'issue du contrôle de sécurité à la fois documentaire et à la visite de sécurité, le cas échéant, s'il est constaté que le drone, ses équipements et le centre d'opération à distance sont bien conformes aux exigences réglementaires et aux informations transmises, et que, bien sûr, elles ne présentent pas de risque pour la sécurité maritime ou pour l'environnement marin, le certificat d'enregistrement pourra être délivré. Et dans le cas contraire, la demande d'enregistrement sera refusée. Donc là, on voit bien que le drone maritime n'est pas titulaire d'un titre de navigation comme un navire. Son enregistrement ne va pas faire l'objet d'un renouvellement ou de visite périodique, puisqu'il s'agit d'une procédure qu'on a volontairement allégée, qui est simplifiée et qui sera unique pour toute la durée de vie du drone. Tout ça, c'est sous réserve, bien entendu, de transformations majeures ou éventuellement d'un accident ou d'une avarie qui pourrait venir affecter l'intégrité du drone. On a également un processus d'enregistrement temporaire pour tout ce qui est essai et expérimentation. Ça, on a bien conscience que c'est un besoin crucial pour le secteur. Donc on a repris en partie l'arrêté du 20 mai 2020 qui vous a été présenté plus tôt dans cette présentation, avec cette obligation de déclaration auprès du représentant de l'État en mer et de mener ces essais, l'obligation de mener ces essais avec un navire accompagnateur. Et donc pour toute cette procédure d'enregistrement temporaire pour essai, l'intégralité des prérequis sont allégés. Et à l'issue de cet essai, s'il est concluant et si toutes les pièces justificatives sont transmises, on pourra également procéder à l'enregistrement définitif. Donc il y a aussi une volonté de simplification de l'enregistrement à ce titre. Donc rapidement, pour vous présenter un peu plus le contenu de l'arrêté technique, mais bien sûr, il faut garder en tête que ce n'est pas exhaustif. On a tout d'abord l'obligation d'emport d'équipement obligatoire qui va être précisée en annexe de cet arrêté. Donc l'ensemble des équipements et leurs caractéristiques qui sont obligatoires à bord du drone, mais aussi à bord du centre d'opération à distance. Il y a une distinction qui est faite également pour les équipements pour les drones maritimes de surface et les drones maritimes sous-marins.
Et lorsque l'emport n'est ni réaliste, ni raisonnable ou techniquement infaisable, au regard des caractéristiques de conception ou des conditions d'exploitation du drone maritime, il y a aussi une possibilité de dérogation, tout ça à l'appui d'une analyse de risque. Ensuite, l'arrêté technique vient également préciser l'obligation de respect des règles pertinentes de la convention Colrec qui ont été reprises de la convention, mais qui ont dans une certaine mesure été adaptées pour les besoins de l'exploitation des drones maritimes. Et enfin, le respect des règles pertinentes de la MARPOL, annexes 1 et 6. Et en l'espèce, pour les drones maritimes, ça se manifeste plus précisément par l'émission d'un certificat EIAPP, puisque les drones maritimes n'en sont pas exemptés. Voilà, donc c'était une présentation succincte, il y a encore beaucoup de choses à dire. Vous pouvez nous adresser vos questions aux adresses qui sont affichées maintenant, et puis on a aussi un petit temps pour des questions. Merci. Oui, peut-être une ou deux questions s'il y en a dans la salle. Peut-être, s'il n'y en a pas, je vais sur le MOU avec les pays un peu de la mer du Nord, qui justement vise à faciliter l'expérimentation. Voilà, quelle est la position de la France vis-à-vis de ce MOU à votre connaissance? Merci. On vient juste de le rejoindre, le protocole est en cours de signature. Donc on fait partie des 6 pays à l'avoir rejoint, avec la Belgique, les Norvégiens, les Pays-Bas, les Danois, les Anglais. Qu'est-ce qu'il y a dedans alors? En fait, c'est des échanges de bonnes pratiques avec ces pays pour atterrir sur des bases un peu communes. Donc, par exemple, le mardi dernier, on s'est tous réunis sur la localisation du centre d'opération à distance. Et donc, c'était un peu des cas pratiques de est-ce qu'il y a des barrières sur le fait que le centre doit être placé à l'étranger ou non, et quelle est la position des différents pays. Donc, les Anglais sont assez avancés avec leur workboat code, nous aussi avec notre réglementation. Donc tout le monde s'en inspire et on essaye d'échanger des bonnes pratiques pour pouvoir traiter de cas concrets. Merci. Oui, je ne sais pas si ça marche, oui. Il y a aussi en fait une vraie volonté de faciliter les exploitations en mer du Nord. Donc tout cet objectif, c'est d'échanger des bonnes pratiques avec l'ambition de faciliter l'export des différents engins en fonction des pays qui ont rejoint ce MOU. Philippe Gobot, Naval Group. Vous avez parlé d'une limite 20 nœuds, je n'ai pas bien compris, d'une limite de 20 nœuds pour les drones, dans la définition des drones. Oui. Mais je n'ai pas bien compris, si je fais un drone qui fait plus de 20 nœuds, je ne peux pas le certifier là? Ça sera un navire autonome, mais pas un drone maritime. Non, voilà. Oui, où en est l'OMI dans sa révision des règles d'ensemble de l'OMI pour tenir compte justement des engins autonomes? Donc le code MAS est toujours en cours de finalisation, donc on devrait réussir à avoir une version non obligatoire pour 2028 et une version obligatoire pour 2032. Donc la rédaction est quand même bien avancée. Il y aura certainement des obstacles à lever pour l'application obligatoire, puisqu'il y a encore des négociations à avoir avec les différentes délégations, mais en tout cas pour la version non obligatoire, on est en bonne passe de finaliser le code MAS. Donc avec objectif de mise en place, ça serait 2026-2027 2028. D'accord. Dernière question. Oui, bonjour, Frédéric Grenot du pôle Bretagne Atlantique. Dans votre présentation, s'agissant de l'arrêté de 2020 de déclaration ou de demande d'autorisation préalable à la mise en œuvre d'un drone, donc je comprends que le nouveau corpus réglementaire, lorsqu'il sera publié, ça va abroger cet arrêté-là, et ce seront finalement les préfets maritimes, les 3, qui établiront leur propre réglementation. Comment ça va se passer? Non, en fait, il va être abrogé, mais le dispositif va être repris dans l'arrêté technique qui va sortir. Ah, il va être réintégré dans l'arrêté technique. Oui. Ok. Exactement, parce que ça a été éprouvé et a priori ça fonctionne Absolument. Bien. Donc on voudrait le maintenir. D'accord, donc il va être intégré dans l'arrêté technique. Oui. Okay. Et du coup, question corollaire à propos de l'arrêté technique, parce que marqué premier semestre, on est en plein milieu. Enfin, on espère l'avoir avant l'été ou pas? Ça, c'est une question effectivement qui nous est remontée très fréquemment. Oui, alors on a une obligation de publication pour le mois de juin. Juin-juillet, il faut qu'on notifie à la Commission européenne pour en informer les autres États membres. Donc, une fois que c'est notifié, on doit attendre 3 mois pour anticiper que les États membres répondent. Donc, on va sûrement le publier sur le site mer.gouv.fr pour que vous en ayez quand même tous connaissance. Mais il sera publié, oui, cet été.
D'accord, donc il n'a toujours pas été soumis effectivement à la procédure européenne de 3 mois pour l'instant. Non, puisqu'il n'a pas encore été entièrement consolidé. Okay. On est toujours en train de faire le tour de piste. Dernière question, mais après, sinon on ne va pas tenir le timing. Alors. Pardon, bonjour. On parle de drones civils et militaires pour les lois ou pas, ou que civils? Là, le cadre, c'est uniquement pour les drones civils. Et donc la phase expérimentale des drones militaires, c'est-à-dire que tant que vous ne l'avez pas vendu, ce régime s'applique. Donc merci, et je pense que vous restez avec nous, donc n'hésitez pas à la pause aussi à venir parfaire votre connaissance de la réglementation avec nos 2 experts qu'on remercie parce qu'ils sont très actifs sur le sujet. Et que donc